En 1960, il y a 60 ans, j'ai fait un voyage en Yougoslavie. J'avais à l'époque 12 ans. J'allais sur mes 13 ans. Et mes parents, ma mère avait des relations commerciales avec des Serbes parce qu'elle travaillait dans l'industrie du parfum. Et donc, j'étais envoyé dans cette famille, les Jovanovic, pour ne pas les citer, qui était Belgrade. Et j'ai ramené à Paris une série de chapeaux qui... et j'avais appris justement à l'époque que la Yougoslavie était constituée d'un ensemble d'entités très diverses, c'était à l'époque de Tito, et chacun avait son chapeau. Alors il y avait les Albanais, enfin l'Albanais, oui, l'Albanais, enfin ils ne faisaient pas partie de la Yougoslavie, enfin il y avait quand même des Albanais qui avaient une espèce de chapeau blanc, une petite calotte blanche. Il y avait les Bosniaques qui avaient une espèce de grand chapeau en fourrure. Il y avait les Monténégrins qui avaient aussi un certain type de chapeau. Et j'ai gardé ce chapeau-là. Je ne sais même plus d'où il vient d'ailleurs. Je ne sais plus de quel pays, de quelle région de Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, il vient. Mais il me paraissait assez joli avec ces... Voilà, comme ça. Et j'avais rencontré il y a quelques années Alina Apostolska, qui est une astrologue d'origine yougoslave, et on avait fait des photos où elle avait mis ce chapeau. Je crois que ces photos existent quelque part. Elle travaille pour Dangle à une époque. Et alors j'avais appris également à l'occasion des rudiments de la langue serbe, qui est mon premier contact avec les langues slaves, puisque par la suite je me suis mis au russe assez sérieusement, et que le monde slave avait une certaine influence sur moi, puisque j'ai fini par épouser une Ukrainienne. Et donc, je n'avais pas appris le russe, et ça m'avait déclenché par rapport à ça. Alors j'ai gardé certaines expressions serbes, même surtout des injures ou des comme ça, par exemple. Alors, par exemple, faites attention aux serpents, pas hyposadine azmia, etc. Enfin, des trucs comme ou ayamissim bien, je pense à toi. Voilà. Enfin, c'était une langue vivante supplémentaire que j'avais acquise à ce moment-là, et que j'avais appris d'ailleurs les mots serbes dans le guide Michelin, je crois. Il y avait un lexique. Voilà, donc ce qui m'a intéressé, je crois, qui m'a marqué, c'est cette cohabitation de la diversité. Des gens qui ont... Il y a chacun avec son territoire, d'abord, important. Chacun vivait donc dans son territoire. Parfois, il y avait des langues différentes. Les Macédoniens, les Monténégrins, les Croates. Je ne suis pas allé jusqu'en Croatie, mais je me suis quand même allé à Dubrovnik, qui fait partie de la Croatie. Et donc, ça m'a donné une première idée, quelque part, de la notion d'empire, de la notion de fédération. Et je crois que j'ai été marqué par cette conscience que je n'avais pas eue d'ailleurs en France. Aussi en France, on sait bien qu'il y a des... Par exemple, moi je suis d'origine alsacienne par mon père, donc on savait très bien que les petites alsaciennes avaient des chapeaux particuliers, etc. Bon, ça c'est clair. Donc on avait quand même cette conscience de la diversité géographique. On n'était pas dans le processus de l'immigration, on était simplement qu'il y avait différents lieux qui avaient leur diversité, leur spécificité, et qui se retrouvaient au sein d'un même État. En prenant le mot État dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois un pays qui a ses frontières, mais aussi un État qui dirige l'ensemble de ces différentes composantes. Et donc ces différentes composantes, malgré leur diversité, se soumettaient quelque part au même État, aux mêmes règles juridiques, je suppose, aux mêmes règles fiscales, etc., etc.